Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien mangé. Merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence. J'ai la lourde tâche de vous tenir réveillés pendant que vous digérez. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que on va se balader un petit peu dans l'histoire de la protection de la mémoire, en gros, à travers les âges, que ce soit au niveau hardware ou au niveau software. Juste pour information, moi je m'appelle Laurent Grangeau, je travaille chez Google en tant que Solutions Architect. Alors la sécurité, c'est pas mon métier, je suis juste un énorme passionné. Et j'ai toujours été fasciné par la sécurité, la mémoire et de tout ce qui est hardware, etc. Et je voulais un peu vous balader dans cette histoire des années 40 à 40-50 à peu près jusqu'à aujourd'hui. Alors je teste un nouveau format, c'est un site web qui fait office de slide. Donc vous avez à gauche une petite timeline avec des dates à chaque fois. Et là, normalement, vous avez les slides qui vont s'afficher. Du coup, on va commencer par la toute première histoire, c'est que les tout premiers PC, il y avait zéro sécurité dans la mémoire. Donc en gros, tous les applications pouvaient faire un petit peu ce qu'elles voulaient dans la mémoire. Il faut bien imaginer que dans les années 40, là, à peu près, on est dans les années 40-50, chaque application était monotâche, monothread. Il n'y avait pas de multithread, il n'y avait pas de multitâche, quoi que ce soit. Et on pensait qu'un PC est égal à une application. Donc évidemment, on avait de la mémoire pour mettre tout ça en mémoire, mais aucune protection. Et en gros, ce qui se passait, c'est que si une autre application voulait écrire sur de la mémoire, par exemple, mais que la mémoire était déjà occupée par une application, et ben en gros, ça crachait. Voilà. Et donc on s'est dit, ça serait bien quand même qu'on mette des protections pour éviter un petit peu tout ça. Vous allez voir que la sécurité, comme tout le temps, ça n'a jamais été la priorité numéro une des développeurs ou de hardware ou de software. On va voir au fur et à mesure ce qu'on a mis en place pour éviter tout ça. Alors juste après, dans les années 60, on a commencé à avoir des petites réflexions sur quoi mettre en place pour éviter tous ces crashs. Alors à chaque fois, vous avez une petite image là qui a été générée par Gemini. C'est assez rigolo. Et donc en gros, on s'est dit, à chaque fois qu'on va démarrer une application, on va non seulement lui donner le début dans sa zone mémoire, mais aussi la taille de la zone mémoire. Ce qui fait que si une deuxième application voulait démarrer, on pouvait mettre la deuxième application au niveau de la base ici, et mettre sa zone mémoire, et donc on pouvait les mettre de manière contiguë. Et donc voilà, en gros, on commence à avoir une zone mémoire un peu délimitée. Je vais essayer de faire un parallèle à chaque fois un petit peu, parce que ça va monter dans la complexité au fur et à mesure, mais vous imaginez que vous avez chacun votre propre jardin, et donc du coup, au lieu d'avoir un grand pré où tout le monde peut faire n'importe quoi, vous avez délimité des jardins, et chacun peut faire ce qu'il veut dedans. Du coup, ça, c'était les toutes premières bases. Et ensuite, on est passé à des techniques un petit peu plus sophistiquées, comme la pagination et la mémoire virtuelle, où, en gros, même principe, au lieu d'avoir des applications qui s'amusent à démarrer dans des zones mémoire contiguës, et donc du coup des applications qui potentiellement pourraient écraser la zone mémoire d'une autre application, donc du coup les premières fuites mémoire, on va délimiter les zones mémoire très importantes, et on va faire de la mémoire virtuelle. Ça veut dire que chaque application pense qu'il va avoir la zone mémoire pour elle toute seule, alors que virtuellement, c'est le CPU qui va donner une zone mémoire physique associée à la zone mémoire virtuelle. Donc du coup, on commence à avoir de l'isolation, qui est un petit peu plus intéressante, avec un petit truc qui s'appelle le MEU, le Memory Management Unit ici. Et en gros, c'est encore présent dans les CPU actuels, c'est lui qui va faire la translation entre mémoire physique et mémoire virtuelle. Donc du coup, ça, je pense que vous connaissez tous la pagination. Et ensuite, on a commencé à mettre en place des rings, en anglais, en français, des cercles, en gros, où on va séparer potentiellement le kernel, donc une application qui a full droit admin sur tout le hardware,
et le user space en ring 3. Et donc en gros le principe c'est quoi? C'est de pouvoir séparer des applications qui ont tous les droits sur le hardware, CPU, RAM et tout ce que vous voulez, des applications que vous pouvez faire tourner comme Python, Linux, enfin pardon, Python, Chrome, ce que vous voulez. Et ça nous protège de quoi? Ça nous protège de ce qu'on appelle l'escalade de privilèges, pardon. Et en gros, voilà, on a le kernel qui tourne dans le ring 0, les applications dans le ring 3, et si l'application veut accéder au hardware, elle doit forcément passer par le kernel. Donc du coup, on commence à avoir une protection, vous voyez, séparée entre les applications d'un côté, le kernel de l'autre, qui lui est vraiment en full admin. Ensuite, on a la segmentation. Et là, on commence à le voir apparaître sur des CPU dans les années 70-80. Donc le premier, c'était le 80-286, donc pour les anciens qui connaissent. Pour ceux qui ont fait du développement sur Linux, le fameux segfault ou segmentation fault, là c'est parce que vous essayez d'écrire dans une zone mémoire qui ne vous appartient pas. Et donc en gros, on va faire crasher l'application en faisant un segfault parce que vous sortez de la zone mémoire dédiée. Et ça va éviter aussi pas mal de choses. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va avoir des attaquants qui sont de plus en plus intelligents et qui vont de plus en plus faire des choses complexes. Et donc forcément, en réponse, on va avoir non seulement du hardware qui va être de plus en plus complexe, mais aussi du software. Et on va monter en gamme. Du coup, la segmentation, c'était aussi une séparation. On a commencé à avoir effectivement dans la segmentation des blocs comme des blocs de code, des blocs de data, des blocs de stack. Et donc en gros, au début de l'application, on a de la donnée qui va dire voilà, les variables globales, etc., qui normalement n'est censé que être en lecture, et le code segment qui est censé n'être qu'en exécution. Et donc si vous avez des attaques qui vont piocher dans les data segments et mettre du code dans le data segment, normalement c'est censé vous protéger de tout ça. Ensuite, après la segmentation, on a ajouté une nouvelle couche au niveau de la protection de la mémoire, donc le MPU. Le MPU qui est un petit peu une version allégée du MMU, de Memory Unit, Memory Management Unit. Là, on a le Memory Protection Unit, et en gros, c'est encore utilisé dans les applications de type temps réel sur les voitures, par exemple, ou quoi que ce soit. Là où il n'y a pas assez d'espace de mémoire possible pour mettre un full MMU. Et vous voyez que effectivement, on va éviter d'avoir des attaques qui sont... on est dans la stack, on remonte dans les données, et on fait des attaques parce qu'on a des pointeurs qui vont pointer sur d'autres zones de mémoire. Et donc, on va faire exécuter des applications ou des exploits qui sont dans d'autres zones de mémoire. Donc, le MPU, salut le MPU qui était là et qui va nous protéger sur les attaques en termes de data et de stack. Ensuite, des choses un petit peu plus complexes. Donc là, on arrive dans les années 2000. Donc vous voyez qu'entre 80 et 2000, il n'y a pas eu grand-chose. Et on va commencer à faire des choses comme le non-executable bit, le fameux NX bit, qui va vous dire, OK, soit une zone mémoire, elle est writable, donc on peut l'écrire dedans, soit elle est executable, mais elle ne peut pas être les deux en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on essaye d'injecter du code dans une zone mémoire qui n'est que writable et qu'on essaie de l'exécuter, le code ne va pas s'exécuter et le CPU va complètement cracher en disant c'est pas possible, tu ne peux pas avoir du code exécutable dans cette zone-là. Donc c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a eu une redirection au niveau du pointeur. Donc on va pointer vers une zone de mémoire qui n'est pas exécutable. Et en gros, voilà. Ça va éviter d'avoir ce qu'on appelle des shellcodes, donc du code qu'on va injecter dans des zones qui ne sont pas faites pour ça, et avoir un shell qui va nous développer ça. Alors cette technique-là, elle a été rendue célèbre par ce qu'on appelle Aleph, Smashing the Stack for Fun and Profit, qui est un papier dans les années 2000 qui expliquait un petit peu comment on pouvait injecter du code exécutable
dans des zones mémoire qui n'étaient pas faites pour ça. Et en fait, tout ce que vous voyez maintenant, ce sont des évolutions de cet exploit. Et donc le NX-bit est la première chose, le premier rempart sur ce type d'attaque. Vous allez voir que les attaquants sont encore plus forts que ça et vont passer à autre chose. Ensuite, on commence à aller sur des choses. Là, on est en 2005-2006. 2005-2006, c'est on va sécuriser encore plus la virtualisation. Donc la vertu des machines, ça vient des années 90. Et en 2005, commencent à apparaître des choses comme Amazon, comme Google, où on a besoin d'énormément de protection. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que on va avoir dans le CPU un nouveau ring. Donc vous avez le ring 0 pour le kernel et le ring 3 pour le user space. Là, vous avez le ring -1 pour l'hyperviseur. Et l'hyperviseur, c'est un petit peu quelqu'un qui va s'assurer que ce que vous mettez entre vos applications sont vraiment impénétrables. Vous avez des zones impénétrables. C'est pour ça qu'on peut partager le CPU entre différentes applications. Parce qu'on sait qu'au niveau du CPU, on ne peut pas sortir, en tout cas on ne pouvait pas sortir du CPU dédié au niveau de la machine virtuelle. Et donc en gros, on commence à avoir l'isolation. Ça a été, si ça vous parle, Intel VTX et AMD-V, ça a été popularisé par toutes ces instructions-là, que vous retrouvez maintenant dans les CPU de manière courante. Ensuite, on passe un peu plus haut. Donc le Intel VTX et AMD-V, c'était uniquement pour le CPU. D'accord ? Et donc là, on va rajouter une couche. On va avoir du IOMMU, où on va protéger aussi toutes les attaques par rapport au device. L'attaque la plus connue de ça, c'était que on s'est aperçu qu'avec le burst Thunderbolt, on pouvait brancher une carte compromise avec du Thunderbolt, injecter du code et lire absolument toute la mémoire du PC sans que le CPU soit au courant. Et donc pour contrer ça, on a inventé donc, le VTD chez Intel et le AMD-V chez AMD pour justement se prémunir de tout ça. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va monter sur des choses que peut-être vous connaissez de plus en plus, parce qu'on est de plus en plus récent. Mais c'est assez marrant de voir que même au niveau de la protection de la mémoire et au niveau des CPU, on commence à bypasser sur des choses comme des périphériques et autres. Même principe, dans les années 2010, on a ce qu'on a appelé les SMEP et les SMAP. Donc le Supervisor Mode Execution Prevention et Supervisor Mode Access Prevention, qui sont des protections au niveau hardware, où en gros, on va empêcher le kernel d'accéder à des zones mémoire qui sont dans le user space. Alors ce qui s'était passé, c'est que les gens se sont rendus compte que comme le user space commençait à être bien protégé, ils ont injecté du code dans le kernel, et comme le kernel avait full droit sur tout, le kernel pouvait exécuter du code qui était dans le user space. Et donc ce qu'on a dit, c'était que non, on ne pouvait pas, et qu'on a implémenté dans les années 2010 le SMEP et le SMAP pour justement éviter ce genre d'injection de code. Et donc ça c'est pareil, ça a été un petit peu démocratisé par les Ivy Bridge au niveau d'Intel. Un autre exemple, alors là pour le coup de ce qu'il ne faut pas faire, le MPX c'était des instructions au niveau du CPU pour se prémunir des bugs mémoire ou des fuites de mémoire. Parce qu'en gros on s'est rendu compte que 70% de tous les exploits que vous pouvez trouver dans les applications, c'est dû à des zones mémoire qui sont compromises. Okay, donc ils se sont dit, ok, comment faire en sorte que on puisse justement ne pas attaquer ces zones mémoire-là, donc mettre des protections dans le hardware. Alors c'était bien sur le papier, mais en gros, on a perdu entre 30% et plus de 200% de performance. Donc ils se sont dit, peut-être pas mettre en place tout ça, et donc on a sacrifié la sécurité pour la performance. Mais en gros, vous allez voir sur la suite des protections mémoire, on a des choses comme le MTE ou le PAC qui va nous permettre de faire
quasiment la même chose, mais sans perte de performance. Et donc ça n'a jamais été utilisé au niveau des Skylake. C'était quelque chose qu'ils ont expérimenté. Et donc là, on était dans les années 2013-2015. Ensuite, dans les années 2015, on commence aussi à avoir enfin du chiffrement de la mémoire. Alors, est-ce que je trigger des gens si je dis du cryptage de la mémoire? On n'est pas sur ce genre de débat. En fait, pourquoi on chiffre la mémoire? Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais moi, ça m'est resté quand j'étais plus jeune. En 2008, on a eu ce qu'on appelle le call boot attack. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, avant le chiffrement de la mémoire, vous prenez vous savez, une bombe pour dépoussiérer votre PC, vous la retournez, ça fait du froid. Et donc les gens se sont dit, ont remarqué, c'est marrant quand on met du froid sur la RAM, qu'on éteint le PC. En fait, il y a plusieurs minutes où la RAM, elle est dans un état freeze, enfin, elle est bloquée. Et donc je peux mettre cette RAM-là dans un autre PC, aller lire la RAM et lire tout ce qu'il y a dans la RAM. Voilà. Donc c'est le call boot attack. Et donc si vous aviez des mots de passe qui étaient déchiffrés, qui étaient dans la RAM, vous pouviez physiquement la friser, la mettre dans un autre PC, lire la mémoire. Et là, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et en gros, on a mis en place du chiffrement dans la mémoire en 2015. C'est pas super vieux non plus. Et c'était venu avec le Intel TMI, pour Total Memory Encryption, et AMD SMI SEV. Mais ça, c'était marrant, on commençait à avoir des choses marrantes. Ensuite, on a des choses comme Intel SGX ou le TEE pour tout ce qui est Trusted Execution Environment. Par exemple, vos devices type Android ont tous dedans une puce avec un TEE qui vous permet justement, via des échanges de clés publiques, clés privées, enfin là-dedans, d'exécuter du code qui ne sortira jamais de la puce dans laquelle elle est exécutée. Ça, c'est super important pour tout ce qui est sécurité du cloud, puisque j'ai travaillé il y a fort longtemps dans du domaine financier, et les gens s'amusaient à aller embêter leurs petits camarades sur les CPU. Vous savez, dans un CPU, il y a plusieurs, dans une puce, il y a plusieurs CPU, et donc les gens s'amusaient à faire des no-op sur les CPU d'à côté pour ralentir les opérations, pour pouvoir prendre des ordres plus rapidement que les petits copains d'à côté. C'est véridique, zéro van. Et donc du coup, avec le Intel SGX, on a des enclaves qui vous permettent de dire, ok, une fois qu'on est dedans, on ne peut pas aller embêter les petits camarades, on ne peut pas aller remonter par des vecteurs type cache niveau 1 ou cache niveau 2, etc., pour aller embêter les autres petits camarades. On est dans une enclave et on ne peut pas en sortir. Voilà. Donc ça, c'est marrant aussi sur ce qu'on peut faire au niveau des CPU. Ensuite, on a, dans les années pareilles 2015, VBS, donc pour Virtualization Based Security. Et même principe, c'est fait pour défendre contre les rootkits. Alors vous avez vu, hein, ça a été inventé par Windows 10, comme quoi Microsoft font des choses bien aussi. Et en gros, le principe c'était quoi? C'était que en gros, le kernel tournait dans une espèce d'hyperviseur au niveau du CPU et qu'on ne pouvait pas patcher le code à l'intérieur du kernel puisqu'on avait des checks qui se faisaient sur l'intégrité du code. Et si le code était changé, sûrement il y avait un problème et du coup on ne pouvait pas le faire. Donc ça a réduit fortement les injections de rootkit. Alors maintenant on continue à le faire, mais en tout cas on ne peut plus le faire aussi simplement qu'on le faisait à l'époque. Ensuite, on a eu le CET, le Control Flow Enforcement Technology. Là, c'était pour se prémunir de quoi? C'était pour se prémunir donc du ROP, du Return Oriented Programming, où en gros, donc vous vous rappelez du NX-bit, là où on s'est dit soit le code, soit la zone mémoire elle est exécutable, ou on peut écrire dedans. Et les attaquants se sont rendus compte qu'on pouvait créer des petits bouts de code qui pouvaient s'enchaîner les uns les autres, qu'on appelait des gadgets, qu'on pouvait injecter ça dans la mémoire et en gros bypasser une branche. Donc on faisait des pointeurs sur des retours de fonction, sauf que le pointeur au niveau de la retour de fonction, au lieu de retourner dans la fonction principale,
elle retournait vers une autre fonction, on pouvait exécuter des routes de code ou quoi que ce soit, ce que vous voulez. Et donc du coup, le CET s'assure que, en gros, si vous partez d'une fonction, que le retour de la fonction soit bien dans la même fonction que celle du départ. Si c'est une autre fonction que vous avez craftée dans votre code, évidemment, là, on va intégrer tout ça. Et c'est depuis la 11e génération de CPU au niveau d'Intel, sachant que là, on doit être à la 14, 15e. Vous voyez, plus 16e. Ouais, ok. Donc ça fait à peu près 5 ans, ouais, 2016, 5-10 ans que ça existe. Ouais. Celle-là, elle a été rendue, vous les connaissez tous, un Spectre et Meltdown, où en gros, un CPU, quand vous faites du branching, donc quand vous faites des ifs and else ou l'exécution de code, en gros, le CPU, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de prédire la prochaine branche sur laquelle vous allez taper. Et donc Spectre et Meltdown, même principe. Là, ce n'était pas pour injecter du code pour faire des attaques, mais c'était pour leaker les données. Ça veut dire qu'on manipulait le CPU pour essayer de le rerouter vers une autre zone de mémoire pour pouvoir lire les données. Et donc lire les données qui sont potentiellement, on va dire, importantes. Et en gros, voilà, on connaît tous Spectre et Meltdown. Alors ça, c'est inhérent au CPU, ça veut dire qu'on ne peut pas le patcher. Le seul patch qu'on a, c'est des patchs firmware, donc software, où on va réduire fortement la performance. C'est pour ça qu'une fois que les vulnérabilités type Spectre et Meltdown sont sorties et qu'il y a eu les premières remédiations, vous aviez votre CPU qui était à moins 30, moins 50, moins 80% de performance, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ensuite, on a eu quoi? Donc on commence à avoir des choses un peu plus intéressantes. Donc là, on commence aussi, pareil, à aller chiffrer un petit peu tout ce qu'on peut chiffrer. Le principe ici, c'était de se prémunir contre les exploits iOS. D'accord? Si vous avez eu votre premier iPhone en jailbreakant, voilà, vous injectez du code et puis en gros, on peut rerouter et faire ce qu'on veut sur l'iPhone. Là, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chiffrer les pointeurs. Donc dire, OK, une fois que ton pointeur il a été fait, on va le chiffrer. Et en gros, quand tu vas retourner sur ta zone pointée, on va vérifier que ta signature, c'est la même. Si ce n'est pas la même, on va cracher l'application pour éviter justement qu'il y ait un problème. Et donc ça a commencé à être implémenté dans les Apple A12, donc ARM v8.3a, pour se prémunir de tout ça. Ensuite, on a quoi? On a une autre extension qui est le Memory Tagging Extension, où en gros, même principe, on essaye de détecter qu'il y a des bugs ou des vulnérabilités directement dans le code. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on va taguer une zone mémoire, par exemple, on va dire rouge, et le pointeur est rouge, et si vous avez un buffer overflow et que vous redirigez vers une zone qui est taguée bleu, le Memory Tagging Extension va vous dire, OK, non, c'est pas possible, parce que là, tu as la mauvaise clé pour la mauvaise zone mémoire. Tu devrais avoir une zone mémoire rouge, alors que tu tapes dans la bleue, et donc du coup, c'est pas possible. On l'a par exemple dans le Google Tensor du Pixel, par exemple, pour éviter toutes ces attaques-là. Et des choses que j'ai découvertes en faisant un peu de recherche là-dessus, c'est ce qu'on appelle Cherry, pour Capability Hardware Enhanced Risk Instructions, où en gros, avant, quand on faisait du code, quand on allait sur un pointeur au niveau du CPU, on disait juste, OK, je vais pointer sur cette zone de mémoire-là, et puis c'est tout, il n'y a pas de souci. Là, c'est un projet de recherche qui vise à mettre en place des capabilities type, OK, tu veux aller pointer vers cette zone-là, mais est-ce que tu as le droit? Quel droit tu as? Lecture, écriture, modification, ce que vous voulez. Et du coup, quelle taille de zone mémoire tu as le droit? OK, tu ne peux pas sortir de cette zone mémoire-là. Donc, ça commence à être implémenté dans des trucs type ARM Morello, et ça va au fur et à mesure, je pense, être déployé. Je trouve ça ultra intéressant parce qu'on commence à avoir des vraies capabilities au niveau du hardware. Et enfin, pour finir sur le hardware, je ne pouvais pas ne pas parler de tout ce qui est GPU.
puisque là, on est dans la grosse phase IA, GPU massivement parallèle, etc. Et donc tout ce qu'on a fait sur le CPU, donc les zones mémoire de CPU, on a dû les réimplémenter en termes de GPU. Donc on a des protections de mémoire, etc. Et on a aussi dû mettre en place ce qu'on appelle le Unified Virtual Memory, où en gros, l'application va avoir une grosse zone mémoire partagée entre le CPU et le GPU. Mais il y a des protections hardware aussi dans le GPU. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de faire du TEE, donc du Trusted Execution Environment. Dans le GPU, on s'assure que ça devient une grosse boîte noire et tout ce qu'on fait tourner dedans, personne ne peut y accéder. Je travaille en ce moment sur un projet, donc ce qu'on appelle de Federated Learning, où en gros, comment on entraîne des IA sans jamais partager nos données. Et le principe, c'est quoi? C'est d'avoir des modèles qui sont téléchargés sur des devices type Android, que l'entraînement soit exécuté au niveau de la puce de TEE, et que uniquement les poids qui ont été modifiés soient renvoyés à Google. Comme ça, les données restent au sein du device. Et donc ça, c'est assez intéressant. Voilà à peu près où on en est au niveau du hardware. Maintenant, regardons un petit peu au niveau du software. Et à la base, c'est ça qui a commencé à m'intéresser, puisque je vous ai dit que je suis un passionné. Et pendant 10 ans ou 15 ans, j'ai dû administrer un serveur web, enfin un serveur ouvert sur Internet. Et j'ai dû mettre en place des choses. Et en gros, je suis tombé sur tout ce qui était le projet PAX. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est à peu près. Je vous explique juste après. Mais en gros, on essaye dans le software d'amener des choses qui nous prémunissent de tout ce qui est attaque. Typiquement, sur une stack, on va avoir un canary. Donc, vraiment, voyez ça comme vous savez, quand on a un canary, quand on avait dans les mines, où on a un canari au bout d'une canne à pêche. Et si le canari meurt, c'est que là, il y a un problème dans la mine, il faut remonter absolument vite fait. Sinon, vous allez mourir. Et donc là, c'est le même principe. On commence à avoir un canari, donc une espèce de chaîne aléatoire au niveau de la stack. Et si vous écrasez cette zone mémoire-là en particulier, si le canari n'existe plus, c'est qu'il y a un problème dans la stack. Et en gros, le code va checker effectivement si à chaque fois le canari est présent. S'il n'est pas présent, on va crasher l'application. Donc là, fin 90, début 2000, 98. Ensuite, on a mis en place dans les années 2000 tout ce qui est la protection de la heap. Même principe. On va vérifier que tous les appels de free, quand vous faites le free memory, tout a bien été unlinked et qu'il n'y a pas une macro qui reste linkée quelque part à une zone mémoire où on pourrait injecter du code dedans aussi et faire appel à du code directement et donc bypasser toutes les protections qu'on pourrait avoir. Donc on va avoir de la protection de la heap et on va vérifier à chaque fois si c'est bien tout nettoyé et qu'il n'y a pas de problème. Un truc qui m'a particulièrement plu, c'est tout ce qui était ASLR, donc pour Address Space Layout Randomization, où en gros, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on démarrait une application, en tout cas sur Linux, l'IPC était chargé dans une zone mémoire qui était toujours la même. Donc ce qui faisait que cette zone mémoire-là prédictible, on pouvait injecter du code n'importe où, et donc du coup on pouvait manipuler les applications avec la libc. Et la SLR, à chaque fois qu'on va démarrer l'application, la libc va être stockée dans une zone mémoire qui est aléatoire, et donc du coup on ne va pas pouvoir faire des attaques là-dessus, ça sera plus difficile de prédire où serait la zone mémoire. Et donc effectivement c'est le projet PAX qui a démocratisé tout ça. Alors ça c'est intéressant au niveau de la librairie. Ils ont dû l'appliquer au niveau du code applicatif. Autant la librairie était vraiment randomisée en termes de mémoire, mais quand on démarre une application, on avait toujours aussi la même zone de mémoire définie. Là, on l'a fait au niveau de l'application. Et donc à chaque fois qu'on va démarrer une application, on va avoir une zone de mémoire qui est randomisée. Donc on a randomisé l'application, les librairies au sein de l'application. Donc là, pour aller attaquer, pour prédire la zone mémoire de l'application ou de la librairie, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
Et on s'est dit, on va commencer à aussi mettre en place toutes ces protections-là au niveau du kernel. Donc on a mis en place le kernel patch protection qui a été fait par Windows XP. Alors je ne sais pas si vous avez connu Windows XP, mais avant le SP3, moi je m'amusais beaucoup avec mes copains pour leur faire un petit peu peur. Et en gros, le KPP, donc le Kernel Patch Protection, ça nous a protégé de tout ce qui était rootkit et software, et tout ce qui était antivirus. En gros, avant XP et SP3, les rootkits, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils modifiaient la table de service system, okay, la table d'appel, et en gros, on pouvait s'amuser à injecter des rootkits dedans et masquer absolument tout. Et c'était complètement invisible pour le kernel, puisqu'on pouvait un peu faire ce qu'on veut, masquer tout ce qu'on veut. Au niveau du kernel aussi, année 2005, on a commencé à le randomiser, donc le kernel ASLR. On a appliqué le principe de l'ASLR sur le kernel, et là, on a commencé à avoir une réduction drastique de tout ce qui était exploit kernel, puisque toutes les zones de mémoire étaient complètement aléatoires. Et donc, du coup, c'était plus complexe et plus compliqué à mettre en place. J'en parlais avec quelques-uns des speakers hier. Moi, je connaissais MISC il y a une vingtaine d'années, où c'était marqué faites des attaques SYN, hack, hack, c'était compréhensible. Et là, dans MISC, je commence à lire, alors les zones mémoire 0x34b3, injecter ce code-là et faire ça, ça devient extrêmement compliqué. Donc plus on avance, et plus les attaques sont compliquées à mettre en place. On a aussi la technique du Structured Exception Handler Override Protection, qui est en gros, donc sur Windows, on a le SEH, donc Structured Exception Handler, où en gros, quand on a une exception dans du code, on a grosso modo une procédure pour dire, ok, on a une exception, on va tout bien mettre en place, et en gros faire en sorte que tout soit free, tout soit aucun souci. Et donc du coup, les attaquants se sont rendus compte qu'ils pouvaient produire une exception pour rentrer dans le processus de gestion d'exception, tout en injectant du code dans le processus de gestion d'exception de Windows. Ce qui fait que n'importe quelle application, une fois qu'elle crachait, rentrait dans une boucle où on pouvait avoir un shellcode, un rootkit, ce que vous voulez. Et ça peut être une erreur aussi simple que une division par 0. Voilà, c'est assez trivial à mettre en place. En 2008 est apparu le sandboxing. Alors ça a été rendu possible aussi, enfin ça a été popularisé par Google Chrome. Pourquoi? Vous savez que dans Chrome, chaque tab que vous avez a son propre process. Donc sa propre zone de mémoire, son propre process. Et normalement, vous ne pouvez pas aller taper la zone de mémoire d'une table d'à côté. Donc vous êtes protégé au niveau de ça. Et du coup, ça nous a permis, au-delà de protéger aussi donc des attaques, ça nous a permis aussi de stabiliser beaucoup plus les web browsers. Parce que 2008, on est bien entamé dans Internet et de plus en plus de choses se passent sur Internet. En 2011 aussi, encore Google a sorti donc le Address Sanitizer, qui est un détecteur de bugs ou un détecteur de fuite mémoire, de zone de mémoire. Avant, il y avait des outils comme Valgrind, je ne sais pas si vous connaissez Valgrind, qui faisait la même chose, mais 20 fois plus lentement que Address Sanitizer. Et en gros, chez nous, c'est à peu près 99,5% de tout le code et tous les tests sont faits par Hassan. Et ça a été intégré dans LLVM, dans le GCC, pour justement que à chaque fois qu'on teste, on puisse détecter des erreurs de mémoire. Et on a trouvé des bugs phénoménaux là-dessus. Ensuite, on a le Control Flow Guard CFG. Et en gros, même principe, c'est pour bypasser tout ce qui est NX-bit et ASLR. Le principe, c'est quoi? C'est on va trouver une zone mémoire corrompue et on va réécrire un pointeur de fonction virtuelle en C++.
Et quand le programme plus tard fera un appel sur cette fonction virtuelle, on va pouvoir injecter du code et mettre en place des choses qui la corruption de code là-dedans. Et donc du coup, ça a été démocratisé par Windows 8.1, Update 3, pas très précis, en 2014. Et enfin, ce qui se passe en ce moment, vous savez qu'il y a pas mal de moteurs qui réécrivent le code à la volée, donc ce qu'on appelle le just-in-time, du JIT, que ce soit du Node, que ce soit du Java ou pas mal de choses. Et en gros, on a du just-in-time hardening, où, je ne sais pas si vous connaissez la compétition Pwn to Own aux US. En gros, ils se sont rendus compte que pour gagner la compétition Pwn to Own, donc pouvoir corrompre n'importe quelle application, si on trouvait un bug dans le JIT, on avait littéralement gagné. Le JIT, c'est vraiment, on réécrit le code au fur et à mesure de l'application. Et donc du coup, évidemment, comme c'est dynamique, on peut injecter du code au runtime, non plus à la compilation. Et on peut absolument injecter tout ce qu'on veut comme code. Donc du coup, on a beaucoup hardené le just-in-time compilator. Il y a aussi le fine-grained CFI, donc CFI pour le Control Flow Integrity, où on va s'assurer que, même principe, on a les permissions d'appeler les fonctions. Donc vous vous rappelez du CFG, le Control Flow Guard, là on a le fine-grained Control Flow Integrity, où on va aller beaucoup plus loin dans qui peut appeler quoi, quelle fonction on peut appeler quelle fonction. Et donc du coup, on va essayer aussi de se prémunir de bugs de fuite mémoire présents dans le compilateur. Donc c'est en ce moment, depuis 2018, on essaie de mettre ça dans le compilateur Clang par exemple. Il y a une extension donc du CFI, c'est le Data Flow Integrity, où, même principe, les gens se sont rendus compte qu'il n'y avait pas besoin de changer la zone mémoire où on pouvait appeler, où l'application s'exécutait, mais on pouvait juste s'amuser à changer des données critiques. Par exemple, un flag isAdmin égale false, le passer à true, tout bêtement. Et donc là, on bypass complètement toutes les protections qu'on peut mettre en place au niveau de la zone mémoire. Et juste, on met un flag à true et on a un full accès au niveau de l'application. Et donc du coup, c'est des recherches qui se font en ce moment pour savoir si on peut se prémunir de ce genre d'attaque. Donc du coup, voilà, depuis 2020, donc c'est assez récent. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas parler de Rust. Je vous ai dit, hein, depuis 50 ans, on fait du C, on fait du C++, et depuis 50 ans, on s'est rendu compte que 70% des attaques ou des corruptions mémoire, enfin, ça venait de la mémoire, pardon. Et donc du coup, Rust, avec des projets académiques comme Cyclone, s'est dit, ok, on va réécrire complètement un nouveau langage où on va s'assurer que si vous respectez les bonnes pratiques, parce qu'en Rust aussi on peut faire n'importe quoi, hein, on met un unsafe et c'est fini. Si vous respectez les bonnes pratiques, normalement il est impossible, et ça a été prouvé mathématiquement, il est impossible qu'une zone mémoire soit corrompue ou qu'il y ait des bugs. Et donc du coup c'est pour ça que ça gagne beaucoup en popularité. C'est un langage qui est assez complexe à prendre en main, mais vous allez voir de plus en plus d'outils qui vont se faire en Rust parce que ça répond à 50 ans de problématiques au niveau mémoire. Je ne sais pas si vous avez déjà testé Rust, mais moi j'aime beaucoup. Alors je suis pile poil à l'heure. En gros, ce que je voulais vous dire en vous parlant de ça, c'est que vous pouvez voir que la sécurité, comme partout, c'est pas quelque chose d'uniforme, c'est fait par couche. Okay, on a des couches CPU, des couches hardware, des couches software au fur et à mesure. C'est un mix entre les fondations hardware, donc on va essayer au niveau du CPU de protéger tout ça, et au niveau software, où on a de la flexibilité sur ce qu'on peut faire en termes de code.
Euh, Évidemment, c'est toujours le jeu du chat et de la souris. On va avoir des protections mémoire, puis ensuite on va avoir des attaquants qui vont trouver des nouvelles failles, et puis on va combler ces failles-là, etc., etc. Donc je pense que ça ne s'arrête jamais. Mais comme partout, hein, moi à la base je viens du DevOps, où on parle de shift left. Donc on va mettre de l'ops dans du dev, on va mettre de la sécurité dans du dev, et ben là c'est pareil. Au niveau de l'industrie, on shift left au niveau de l'utilisation des langages qui sont memory safe, comme Rust, et on commence à se prémunir de pas mal d'attaques. Et donc du coup, on commence à avoir des choses qui sont de plus en plus sécurisées. Voilà ce que je voulais vous parler pendant 40 minutes après le déjeuner. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop abattu ou, ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si ça vous a plu au niveau des slides, de la présentation. Ça change un petit peu d'avoir que des slides qui bougent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je suis disponible. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée.